Une délégation composée de 12 ministres des Affaires étrangères européens, accompagnés de la haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, sont arrivés en Ukraine pour commémorer le 4e anniversaire des atrocités commises à Boutcha. Cette visite dans la ville où plus de 400 corps ont été découverts à l'issue d'une occupation russe d'1 mois en février et mars 2022 rappelle de manière sinistre les crimes de guerre documentés par les Nations Unies. Alors que 26 États membres se sont engagés mardi à garantir une pleine responsabilité envers les victimes, l'UE reste divisée en son sein, la Hongrie n'ayant pas signé la déclaration commune et continuant de bloquer un prêt vital de 90 milliards d'euros destiné à Kiev. Cet anniversaire survient à un moment critique pour l'Ukraine. Alors que l'attention de la communauté internationale est accaparée par l'escalade du conflit au Moyen-Orient, les responsables de l'UE ont averti que la plus grande guerre terrestre du continent ne devait pas être oubliée. L'UE continuera à fournir un soutien militaire, financier, énergétique et humanitaire, a déclaré Kaja Kallas dans un message publié plus tôt sur le réseau social X. Un pétrolier russe à Cuba ce mardi. Première livraison de pétrole dans l'île depuis 3 mois. À bord de l'Anatoly Kolodkin, sous sanction internationale, 730 000 barils de brut. Jusqu'à ce jour, Cuba subissait un blocus énergétique total imposé par les États-Unis depuis l'enlèvement de l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro début janvier. Les approvisionnements de brut vénézuéliens cruciaux pour Cuba s'étaient alors taris. Le président américain a créé la surprise dimanche en laissant le navire russe accéder à l'île, ceci afin de calmer les tensions avec Moscou. Ce laissez-passer reste cependant une exception, assure la Maison-Blanche. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. And as the administration has said, Cuba's non-functional economy cannot be fixed unless they undergo dramatic political and leadership change. But there has been no formal change with respect to sanction policy. L'embargo des États-Unis a entraîné un effondrement quasi total de l'économie de l'île déjà moribonde, ainsi que des pénuries médicales et alimentaires. Les organisations humanitaires craignent d'assister à une crise d'ampleur à Cuba si le blocus se poursuit. Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a appelé la communauté internationale à condamner l'occupation du territoire libanais par Israël lors d'une interview accordée à l'émission Europe Today d'Euronews ce mardi. Il a reconnu que le Liban était confronté à des risques tant internes qu'externes, faisant référence à la fois au Hezbollah et à Israël, et a qualifié la situation de dramatique. In one hand, there are the Israeli attacks, and on the other hand, there is Hezbollah undermining the state. We are aware that practically, in order to be able to conduct efficient negotiations, we have to hold the decision of war and peace and not to have a parallel organization undermining the state. On the other hand, it is also obvious that we cannot accept that our territory be used as a target by Israel the way Lebanon is being targeted. Les commentaires de Adel Nassar font suite à l'ordre donné dimanche par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'étendre une opération militaire le long de la frontière nord d'Israël. Les autorités libanaises préviennent que cette initiative pourrait entraîner la saisie de nouveaux territoires, la qualifiant d'invasion et d'occupation. Au début du mois, le Liban a interdit les opérations militaires du Hezbollah alors que les combats s'intensifiaient. Adel Nassar a déclaré que son gouvernement avait clairement indiqué qu'il rejetait l'utilisation du territoire libanais comme base de lancement pour l'Iran ou ses mandataires contre Israël. Adel Nassar a également exhorté Israël à répondre à l'appel à la négociation lancé par le président libanais, avertissant que de nouvelles incursions pourraient avoir un impact dramatique sur la population civile, déjà menacée de déplacement et de malnutrition. En Grèce, 3 mois après l'intervention des autorités pour endiguer l'épidémie de variole ovine, les éleveurs craignent pour leur avenir. Début mars, ce sont plus de 480 000 moutons et chèvres qui ont été abattus pour contenir la maladie, les zones les plus touchées se situant dans le centre et le nord du pays. Είμαστε σε εγκλισμό για 2 μήνες 3, το οποίο δεν ξέρουμε πότε άμα ξαναβγεί άλλο κρούσμα,
ξανά πάλι σε εγκλισμό. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζωοτροφές, να μην μπορούμε να βγούμε έξω για βοσκή και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Les éleveurs alertent sur la diminution drastique du cheptel qui entraîne mécaniquement une baisse de la production laitière et menace désormais un pilier de l'économie agricole grecque, la feta. Επειδή θανατώθηκαν 500-600.000 πρόβατα, το γάλα θα είναι κατά πολύ μειωμένο. Με αποτέλεσμα θα επηρεαστεί και στη φέτα. Θα είναι πάρα πολύ μειωμένη η φέτα. En Thessalie, cœur de la production nationale, les producteurs évoquent une baisse d'environ 40% de la production laitière. Alors que la région représente à elle seule plus de la moitié des exportations de feta, l'impact se fait ressentir à l'échelle du pays. Μειώνοντας το ζωικό κεφάλαιο, περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος. Εφόσον περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος, πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε λιγότερη φέτα. Selon l'Organisation interprofessionnelle nationale de la feta, la production pourrait accuser un déficit d'environ 20 000 tonnes d'ici 2026. À titre de comparaison, celle-ci s'élevait à environ 140 000 tonnes en 2025. La seule raison pour laquelle je pourrais cesser d'être maire du Havre, c'est si, en 2027, et ça ne me paraît pas être exactement une hypothèse facile, je devenais président. Il avait conditionné son avenir présidentiel à sa victoire aux élections municipales, une stratégie qui semble porter ses fruits pour Édouard Philippe. Largement réélu maire du Havre, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui dirige le parti Horizon, est donné vainqueur de l'élection présidentielle française de 2027 par deux nouveaux sondages, devançant le probable candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui dominait largement les précédentes enquêtes d'opinion. Si les deux sondages donnent l'extrême droite en tête au premier tour, Édouard Philippe obtiendrait 52% des voix au second contre 48% pour Jordan Bardella selon le sondage Odoxa Mascaret, tandis que l'Institut Elab estime qu'il pourrait battre n'importe quel rival du RN. Interviewé mardi par le Figaro, Édouard Philippe a présenté certaines de ses propositions, défendant notamment une politique migratoire sélective et insistant sur la nécessité de maintenir l'immigration pour compenser le recul de la population active. À plus d'un an du scrutin, rien n'est encore figé dans la course à l'Élysée, avec de nombreux candidats potentiels à gauche, à droite et au centre. Journée nationale de grève des enseignants ce mardi, point d'orgue d'une semaine d'action entamée lundi et qui s'achèvera vendredi à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale. Principale revendication, dire non aux fermetures de classes et aux 4000 suppressions de postes redoutées à la rentrée prochaine. Dans notre école, ça veut dire donc beaucoup plus d'élèves par classe. Ça veut dire aussi déjà qu'on n'a pas assez d'AESH pour compléter les heures, donc ça veut dire des enfants porteurs de handicap qui n'ont pas d'AESH. En janvier dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait évoqué une chute démographique vertigineuse, avec 107 000 élèves de primaire en moins à la rentrée 2025 par rapport à celle de 2024, soit une baisse de 1,7% sur un an. Sous prétexte de baisse démographique, c'est-à-dire il y a moins d'élèves, donc du coup on enlève des postes, alors qu'on aurait pu profiter de cette baisse démographique pour laisser les moyens tels quels et à ce moment-là de pouvoir avoir des meilleures conditions d'enseignement pour les élèves. Les classes sont déjà bien garnies. En moyenne, les classes de primaire comptent en France 3 élèves de plus que la moyenne des pays européens de l'OCDE. Au collège, ils sont 5 élèves de plus. C'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Témoigner pour ne jamais oublier. Ginette Kolinka est l'une des dernières survivantes de la Shoah en France. Et malgré les années, elle continue de raconter son histoire, parfois plusieurs fois par semaine, devant les publics de tous âges. De son arrestation par la Gestapo à 19 ans, avec son père, son frère et son neveu en mars 1944, à ces longs mois passés dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails
qui pouvaient nous faire souffrir. Ginette Kolinka a longtemps été réticente à raconter son histoire. Il a fallu une sollicitation d'une association d'anciens déportés et les appels insistants d'un enquêteur de la Shoah Foundation, une vaste entreprise de recueil de témoignages lancée par le réalisateur américain Steven Spielberg au début des années 2000, pour qu'elle s'engage comme ambassadrice de la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, elle concentre ses interventions dans les établissements scolaires pour transmettre aux jeunes générations. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un témoignage marquant, suivi de discussions sans tabou. Les élèves sont captivés. C'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force mentale en fait qu'elle a, d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves, et puis on est tous hyper intéressés. C'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire. C'est magique d'entendre ça. C'est triste. Pour son engagement inlassable de passeuse de mémoire, Ginette Kolinka a été nommée commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2024. À 101 ans passés, elle affirme vouloir continuer ses interventions dans les écoles aussi longtemps qu'elle le pourra pour transmettre son message de tolérance aux plus jeunes.